micro et parler aujourd'hui des affrontements entre le Dinamo Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade en 1990, où il faut savoir que ces deux équipes qui ont toujours été rivales dans le championnat yougoslave, avec 19 titres pour l'Étoile Rouge contre 4 pour le Dinamo, mais 11 fois deuxième et souvent derrière l'Étoile Rouge justement. Et nous sommes en Yougoslavie, où a lieu une forte montée des nationalistes depuis les années 80. La Yougoslavie qui est composée actuellement de, messieurs, petit quiz. 6 pays. 6 pays. Vous les avez? Je dois les citer? Mais oui. La Croatie. Attends. Ok, mon micro n'est pas... Slovénie, Croatie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Serbie et Macédoine du Nord. Merci. De rien. Et donc les rivalités sportives entre ces deux clubs s'accentuent encore plus après la chute du mur de Berlin en 89 et l'autorisation de partis politiques en Yougoslavie, où est alors créé avec le HDZ, où est créé le HDZ. Je vous dis pas le nom complet parce qu'il est assez compliqué à dicter. Tu parles pas le yougoslave? Mais c'est malheureusement non. Pourtant c'est simple. Pour la semaine prochaine. Dites-le-moi, je te le traduis. Je vous le ferai. Donc le HDZ avec Franjo Tudjman à sa tête, qui a pour but de réorganiser en confédération la Yougoslavie. Et les premières élections multipartites de l'histoire l'élisent président des Croates au second tour le 6 mai 1990, avec des élections controversées et vivement critiquées par les nationalistes serbes qui les voient d'un très mauvais œil. Une semaine plus tard a alors lieu la 33e journée du championnat à Zagreb entre le Dinamo et l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est le club phare des nationalistes. C'est donc un match plus que tendu dans ce contexte, où comme la réputation nous le suggère, les ultras ont une place très très importante dans les pays de l'Est. Et on a donc d'un côté les Délichés, un groupe d'ultras qui résulte de la fusion des autres groupes incontrôlables du club, avec à leur tête un caïd fou surnommé Arkan, et qui soutiennent Milosevic, l'ennemi de Tudjman, à la tête des partis nationalistes serbes. Et de l'autre, les Bad Blue Boys, les BBB, le plus grand groupe ultra du Dynamo, créé en 1986 et de réputation très très violent. Ils soutiennent bien évidemment Tudjman, et la rivalité entre ces deux groupes n'est alors pas seulement sportive mais surtout politique. Et le 13 mai 1990, jour de match, 3000 membres du Déliché font le déplacement à Zagreb et commencent dès leur arrivée à semer la zizanie dans la ville. Ils affrontent les BBB par endroits avant de rejoindre doucement mais sûrement la tribune est du stade Maksimir, le Stadion Maksimir, et ils entonnent d'entrée, donc avant le match, des chants nationalistes, des insultes. Ils balancent des panneaux publicitaires et des sièges sur la pelouse, mais aussi sur le virage sud où sont rassemblés les supporters du Dynamo. Et l'ambiance est électrique, on ne parle plus d'un stade à ce moment-là, mais d'un volcan prêt à entrer en éruption. Le tout sous les regards des policiers qui, sous autorité serbe, ne bougent pas d'un cheveu. Et ça rend fou les BBB, les Bad Blue Boys, qui depuis le virage ouest tentent alors d'envahir la pelouse et sont violemment de suite réprimés par la police sous une pluie de coups de matraque et dans la fumée de gaz lacrymo. Ils finissent par exploser la barrière de sécurité et foncent en masse sur les CRS présents sur la pelouse et les déligés. C'est alors l'anarchie générale sur le terrain. Des chars blindés et des canons à eau sont utilisés. Et les joueurs quittent le terrain de suite, excepté les plus sanguins du Dynamo, dont l'un d'eux, le capitaine Zvonimir Boban, qui du haut de ses 21 ans envoie un énorme pied-menton, un high kick sur un policier qui frappait un ultra au sol, donc un peu à la façon de Cantona en 95 qui a frappé un supporter, et ça le fera entrer dans la légende des BBB, qui le protégeront par la suite sur la pelouse des policiers dans les stade, qui tous ont voulu se venger sur le joueur et capitaine croate. Et la fédération, donc ça c'est à savoir aussi que la fédération serbe le suspendra 6 mois, le privant de Coupe du Monde 1990 en Italie. Et cette scène surréaliste au milieu de la pelouse, où donc les coups sont échangés sans cesse, prendra fin après 60 minutes avec un bilan de 147 arrestations, 138 blessés et miraculeusement, j'ai envie de dire, et pour l'ensemble des gens qui voyaient ces images à la télé ou après, aucun mort. Donc cette violence aura choqué à travers le pays, et même si certains, comme le sélectionneur national, avaient prévenu que ça arriverait tôt ou tard. Et pour le journaliste Vladimir Novak, concrètement, ce match, c'était une guerre dans un stade de foot. Et toutes ces émeutes ont marqué la fin du championnat de Yougoslavie un an plus tard, avant que les Croates, les Slovènes, les Macédoniens et les Bosniaques n'organisent chacun de leur côté leur propre championnat. Ce match est aujourd'hui considéré comme le déclencheur symbolique de la guerre de Croatie, puisqu'en août 1990, la guerre pour l'indépendance de la Croatie est officiellement déclarée. Et dès octobre 1990, Zeljko Raznatovic, donc je vous parlais d'un caïd fou dénommé Arkan, c'est celui-ci, leader des déligés, crée sa propre armée
pendant cette guerre de Croatie, qui assassinent, pillent et violent à travers le pays. Leur cruauté est même poussée à l'extrême, certains attachant des cuillères aiguisées dont ils se servent pour arracher les yeux de leurs victimes. Ce groupe sera très vite baptisé les Tigres d'Arkane, car leur leader se baladait souvent avec un félin à ses côtés. Et du côté des Bad Blue Boys, évidemment, on voit un grand nombre de leurs membres intégrer l'armée croate, et celle-ci n'ayant pas encore de signe, ils cousent tous l'écusson du Dynamo sur leur uniforme. Le nationalisme l'emporte sur le sportif, parce que des membres d'autres clubs croates, des membres des ultras d'autres clubs de l'époque, rejoignent aussi l'armée, et tous sont unis contre les Serbes. Cette guerre aura duré donc 5 ans, d'août 1990 à novembre 95, avec une victoire croate à la clé, l'indépendance de la Croatie. Mais les guerres yougoslaves, comme vous le savez, ne prendront fin qu'en 2001, avec près de 250 000 morts au total, un demi-million d'exilés. Le demi-million d'exilés, c'est juste entre les Serbes et les Croates, 200 000 d'un côté, 300 000 de l'autre. Et Zeljko Raznatović, Arkan, sera inculpé en 1997 pour crime contre l'humanité, au tribunal de La Haye, mais jamais jugé, et sera tué par balle en janvier 2000, dans des circonstances un peu bizarres, dans un hôtel de Belgrade. Et bien que criminel barbare pour certains, il est un héros aux yeux d'autres, où 2 semaines après sa mort, la Curva Nord de la Lazio déploiera une banderole polémique lui rendant hommage. Donc on voit qu'il y a certains groupes ultras à travers l'Europe qui soutiendront tous ces actes. Et en Croatie, aujourd'hui encore, on retrouve dans Zagreb des fresques murales un peu partout en mémoire du geste de Zvonimir Boban, le coup de pied. Il y a même un monument aux morts devant l'enceinte du Maksimir, où une plaque indique, pour tous les fans du Dynamo, pour qui la guerre commença le 13 mai 1990 et s'acheva en perdant la vie sur l'autel de la patrie croate. Merci. Eh ben, comment tu sais mettre l'ambiance. C'est impressionnant. Merci Oscar pour toute cette histoire. J'espère que ce sera pas toujours aussi pesant. On Mais parlera un peu j'aime plus beaucoup. politique, exotisme. Ouais. Oui, Mais- il y a juste un truc à ajouter, c'est qu'il y a encore des tensions à l'heure actuelle. Bien sûr, et Mais voilà, c'est parfait. je Alors, peux en parler, où récemment il y a eu un barrage entre l'Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne, et durant le match aller entre les deux clubs, des Croates cagoulés se sont immiscés dans un bar serbe, un bar de Serbes qui regardaient le match, donc des supporters de l'Étoile Rouge, et les ont frappés à coups de batte, et enfin il y a eu des violences là-dessus. Et au match retour, pour provoquer les Croates, enfin, c'est pas officiellement provoqué, mais on le ressent comme ça, les ultras de l'Étoile Rouge Verdun ont loué un tank, un char, et l'ont positionné en haut d'un mont, d'une dune de, comment on peut dire ça, ouais, d'un petit mont de la ville, tout simplement, avec un drapeau des ultras, ce qui anime les tensions entre les deux pays, qui après ne cessent tout simplement, quoi. Le côté sportif entre les Serbes et les Croates, avec Shaqiri du côté suisse, il y a beaucoup de signes distinctifs qui rappellent tout ça. Et ce match est, comme je disais la semaine dernière, c'est pas un déclencheur des guerres, parce que évidemment tout le monde s'y attendait qu'un jour ou l'autre il y aurait quelque chose qui exploserait, mais Ouais. souvent le football c'est tout simplement c'est utilisé, c'est un élément marqueur. Et encore une fois, quelle pression faut-il mettre sur les joueurs dans ces moments-là? Et même au niveau de la Croatie, des personnalités assez reconnues comme Modric, Mandzukic, Perisic, etc. n'ont aucun soutien par rapport au Dynamo Zagreb, qui est un des plus grands clubs de Croatie, à cause bien de que formé pour certains dans son ouais, club. mais ils n'y retournent plus. Ils ont coupé complètement les liens avec les clubs à cause des. Ce qui symbolise maintenant vraiment tout ce qui s'est passé aussi. Ouais, voilà. On n'a pas de jingle, Non. mais Mais que c'est des bonnes honteux. intentions. Mais on C'est a vraiment honteux. des paroles, et aujourd'hui on va parler de la première Coupe du Monde de l'histoire, qui était Allumez, en 1930. merci. mettez-vous dans votre canapé, un petit feu de bois, un chocolat chaud, Exactement. et on écoute notre C'est groupe. bien résumé. Et cette Coupe du Monde, à l'époque, n'est pas le premier événement footballistique à rassembler plusieurs équipes de différents continents. Parce que déjà depuis 1900, les Jeux Olympiques organisent un tournoi international. Mais pourtant, lors de sa création en 1904, la FIFA s'était autoproclamée organisatrice exclusive d'événements du football mondial. Donc en 1906, une première édition doit voir le jour même en Suisse, mais aucune équipe ne répond à l'appel, ne confirme
sa participation, donc c'est quelque peu un flop. Mais quelques années plus tard, quand il succède à la présidence de la FIFA, le plus connu Jules Rimet, c'était le nom de la coupe pendant un moment, milite fermement pour la création d'un tournoi et en 1928 voit son projet approuvé lors d'un congrès à Amsterdam. La Coupe du Monde peut finalement voir le jour et rien n'est enfin la suite n'est pas du tout calculé par Jules Rimet, donc il faut trouver un organisateur des participants, alors que 20 ans plus tard c'était quelque peu un fiasco. Et dans un contexte économique, on est en 1928, la Coupe du Monde aurait lieu donc dans 2 ans, on a en 1929 le crash boursier, donc le contexte économique est quand même compliqué et les pays qui se portent candidats à la toute première organisation ne sont pas très nombreux. Il y a l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, l'Uruguay et l'Espagne. Quand je dis pas très nombreux, c'est que de nos jours, toutes les nations voudraient organiser cette Coupe du Monde. Et seul le pays sud-américain de l'Uruguay, ce pays sud-américain, l'Uruguay, a les moyens de payer les dépenses liées au voyage, aux hôtels, à la construction d'un nouveau stade. Et l'Uruguay, qui se préparait à fêter le centenaire de son indépendance, part donc favori. Et l'occasion étant trop belle, le double champion olympique en titre est désigné pour organiser le premier mondial. Mais alors, avec qui ? Puisque les nations à l'époque étaient réticentes. Donc la FIFA invite toutes les équipes affiliées à prendre part à la compétition, avec le 28 février 1930 comme date limite d'inscription. Donc on est quand même ce serait à 4 mois, ça veut dire de la probable compétition. La fédération ne prévoit pas de phase qualificative, mais limite simplement le nombre de participants à 16. Et malgré un engouement autour du football grandissant en ce début du XXe siècle, peu de pays désirent y participer. Donc on a en Amérique le Brésil, l'Argentine, le Pérou, le Paraguay, le Mexique, le Chili et les États-Unis qui répondent présents. Bien évidemment, c'est sur leur continent, c'est plus simple. Et 2 mois avant le premier match, aucune équipe européenne n'est encore portée candidate. Donc les joueurs qui disposent d'un travail ne peuvent pas se permettre de longues absences. Et c'est seulement après des négociations avec les joueurs et leurs entreprises que la FIFA parvient finalement à convaincre la France, la Belgique, la Yougoslavie et la Roumanie de prendre part à la compétition. Donc Français, Belges et Roumains décident de faire la route ensemble en présence de Jules Rimet, d'arbitre, et embarquent le 22 juin à Barcelone à bord du SS Conteverde. Et lors de leur périple, ils font escale à Rio une première fois pour prendre toute l'équipe du Brésil. En profitent pour acheter toutes sortes de produits. À l'époque, c'est rare d'avoir des ananas, des bananes, des oranges. Et 12 jours après leur départ, le 4 juillet, l'embarcation accoste enfin à Montevideo, capitale de l'Uruguay. Et donc la Coupe du Monde va démarrer, on est en juillet 1930, mais aucune règle n'a été encore établie. Comment va-t-elle se passer ? Donc on serait, de nos jours, vous serez tous assez bouleversés par cette organisation. Aucune phase qualificative donc n'est à l'origine du choix des équipes. Le tirage au sort des groupes n'a lieu qu'à l'arrivée de toutes les sélections en Uruguay. En Uruguay, moins d'une semaine avant le début de la compétition. Aucune règle ne fixe le nombre de joueurs autorisés par sélection, donc certaines nations ont 15 joueurs, d'autres en ont 25. Et si la Coupe du Monde a lieu sur le papier en Uruguay, tous les matchs sont à Montevideo, dans la capitale, dans 3 stades différents. Et dernière règle assez on va dire croustillante, le choix du ballon. Avant chaque début de match, donc les 2 formations arrivent sur le rectangle avec leur propre ballon et le choix se fait juste avant le match. Et lors de la finale, Argentins et Uruguayens n'arrivaient pas à se décider avec quel ballon ils joueront. Donc l'arbitre est arrivé finalement avec un ballon sous chaque bras, pris sa décision à pile ou face. Et l'Argentine a joué la première mi-temps avec son ballon, l'Uruguay la deuxième avec le leur. Ça c'est énorme. Ça paraît énorme, mais encore c'était dans 2006-7, on connaît tous Juninho, grand tireur de coups francs, qui s'entraînait avant chaque match à l'extérieur à tirer tous ses coups francs avec le ballon de l'équipe adverse, parce que c'était pas un ballon homologué pour toute la ligue, c'était chaque club à son ballon. Mais il a règle que le club qui accueille. Donc le 1930 c'est folklorique sur cette règle-là. Et donc je vous ai fixé un peu les règles. Les matchs peuvent
on peut enfin commencer. On a trouvé un pays organisateur, des participants, et la construction principale du stade, Estadio Centenario, mais elle n'est alors pas terminée. Donc commencé 1 an avant le début de l'événement, elle a pris du retard à cause de pluie. Elle commence quand les équipes arrivent. Sans fin. Et le stade, non mais c'est vrai parce que le stade sera finalement prêt à accueillir une rencontre 5 jours après le début de la compétition. Donc sur 1 an de travaux, ils sont juste de seulement 5 jours et donc en plein milieu de la compétition, on peut enfin jouer dans ce match où l'Uruguay s'impose 1-0 face au Pérou. Et en attendant donc l'inauguration de ce stade, 2 autres stades proposaient des rencontres. La toute première rencontre de l'histoire de la Coupe du Monde a lieu entre la France et le Mexique, donc le 13 juillet. Les Bleus l'emportent 4-1, mais plus que la victoire, l'histoire retiendra alors que le premier but en Coupe du Monde a été inscrit par un Français, Lucien Laurent. Un but inscrit à jamais dans le livre des records. Qui savait ça? Pas grand monde. Personne. Il ne savait pas du tout. Mais Grand joueur, Lucien Laurent. Grand joueur, bien sûr. Je me rappelle. Une patte gauche Incroyable. Il était entier. Mais lors de son deuxième match, la sélection française s'incline cette fois-ci 1-0 face à l'Argentine. Mais plus que la défaite, à ce moment-là, l'histoire retiendra autre chose. La première polémique arbitrale en Coupe du Monde. Donc alors que Marcel Langier fonce au but et à la balle d'égalisation au bout du pied, donc il est tout seul face au cage, l'arbitre Almeida Orrego siffle la fin du match à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. Quoi? Une scène de chaos plombe alors le spectacle, les fous furieux. Il était garé en double fil. Donc. Il a eu son rappel. Quelques billets sous la sa femme qui l'a appelé, chérie, les pâtes sont prêtes, viens, et donc il est venu. 6 minutes avant la fin du match. J'aurais fait la même. Décalage horaire, il était pas. Qui l'eût cru. Et puis c'est pour nous maintenant c'est que du récit. Et ça se trouve c'était 30 secondes. Non, c'est du temps. C'est ce que je me suis dit. Ouais. J'ai lu ça 6 minutes. C'est à l'époque c'est la légende quoi. Mais c'est ça, à ce moment-là, donc la légende que j'appelle, on a une scène de chaos parce que les Français refusent de quitter le terrain et sont juste outrés par ces décisions. Et pour leur 3e match, la France s'incline 1-0 face au Chili, donc le parcours s'arrête dès les poules. Je rappelle qu'elle a gagné la dernière Coupe du Monde. Mais l'Uruguay qui accueille cette Coupe du Monde, voit en fait la phase de groupe. Il y a que 4 équipes qui la passent, donc on est de suite ensuite en demi-finale puis finale. Et l'Argentine doit faire face aux USA tandis que l'Uruguay affronte la Yougoslavie, donc en demi. Et lors des rencontres, les 2 équipes sud-américaines s'imposent 6-1 chacune, donc 12-2 sur l'ensemble des 2 matchs pour l'Amérique du Sud. Et la finale s'annonce explosive entre les 2 favoris de la compétition. 2 ans plus tôt, l'Uruguay avait battu l'Argentine en finale du tournoi olympique, donc l'Albiceleste veut prendre sa revanche sur la Céleste. Et pour cette finale, 30 000 Argentins traversent la mer en bateau pour assister à l'événement. 80 000 spectateurs peuplent l'Estadio Centenario. Et à la mi-temps, les Argentins mènent 2-1. Mais l'Uruguay parvient à renverser la tendance et s'impose finalement sur le fil 4-2. Comme un symbole, la dernière réalisation est l'œuvre de Héctor Castro, manchot depuis son enfance. Mais non. Eh oui. C'était un joueur manchot qui a inscrit le dernier but de cette première Coupe du Monde en finale. Est-ce qu'on peut dire que c'était pas un manche? Et Nassazi, capitaine de la Céleste, devient alors le premier joueur à soulever la coupe la plus prestigieuse du football, le 4 juillet 1930. L'histoire est en route. Merci beaucoup, c'était une très belle histoire de foot. On revient à l'époque des Gaulois. Pour le coup, Castro a pas pu porter la coupe. C'est dommage. J'attendais que quelqu'un nous la fasse. On va avoir des problèmes avec le CSA. Tu te rends compte de ça? Déjà, on se plaint. Bon, allez. Et aujourd'hui, excusez-moi monsieur, dame, on va parler des émeutes du port de Saïd qui ont eu lieu dans un contexte particulier au début de l'année 2012, le 1er février plus exactement, et 1 an après la révolution égyptienne durant le printemps arabe qui a permis la chute de l'ancien président Hosni Moubarak le 25 février 2011. Donc 2 clubs s'affrontent, celui d'Al Masry, situé à Port Saïd, souvent dans les 5 premières places ces dernières années, pour vous situer un peu le niveau sportif, mais qui n'a qu'une Coupe d'Égypte à son palmarès, et le Al Ahly SC, club le plus populaire d'Égypte, basé au Caire, dans la capitale, et qui compte 41 titres nationaux, dont 19 des 25 derniers, ainsi que 8 Ligues des Champions africaines. Donc un club d'envergure importante qui se déplace... Arsenal, quoi. Merci. C'est ce que je n'osais pas dire. Qui se déplace chez ses compatriotes de Port Saïd.
Et ses habitants de Port Saïd ne sont pas meilleurs amis avec la capitale, alors que 8 mois avant ce match, donc il y avait eu un déplacement des supporters d'Al Masry dans la capitale qui s'était conclu par des jets de pierre et des voitures brûlées. C'était juste après les émeutes de 2011. Et donc en ce 1er février 2012 a lieu l'accueil des supporters Kérots une première fois qui, selon certains faits que je vais vous relier, c'est un témoignage d'Omar, un supporter d'Al Ali, et les ultras d'Al Ali sont appelés les Alaouis. Donc il y aura certaines digressions. Et donc selon lui, ils sont accueillis avec des jets de pierre en sortant du train, jets de pierre qui sont faits pour créer un mouvement de foule, mais les ultras ne paniquent pas et vont au stade. Ils prennent place dans les tribunes. La première mi-temps se déroule sous haute tension, mais sans encombre. Ils mènent même, donc les visiteurs mènent même 1-0 à la pause durant laquelle les ultras d'Al Masry, les locaux, tentent une première fois d'envahir le parquage de leurs homologues adverses, mais sans succès. Et c'est donc à la fin du match que tout prend une autre ampleur. Dès le coup de sifflet final, les ultras locaux pénètrent sur la pelouse et s'en prennent aux joueurs, au staff. Certains joueurs sont escortés par des policiers sur le terrain. Donc on parle en plus du plus grand club national. Je pourrais pas faire de comparatif avec des clubs européens, mais ça a quand même son ampleur. Ces images à la télé sont de suite choquantes. Et une autre partie commence à jeter des pierres, des bouteilles, des fusées, des sièges, de tout ce qui leur tombe sous les mains pour tenter et pour finir d'envahir pour de bon la tribune des ultras alaouis. Et c'est le début d'affrontements violents donc et sanglants entre les deux parties. Les policiers eux ferment les yeux, il y a aucune réaction de l'autorité, et le parquage visiteur sont tous entassés les Kérots et soudainement verrouillés. Les lumières du stade sont même éteintes vu que tout est à la télé. Ils éteignent le stade pour pas qu'on puisse voir ça. Et donc dans le noir, les ultras des deux équipes s'affrontent et c'est ceux d'Al Ali qui en font les frais. Ils sont piétinés pour la plupart par la foule des locaux. Ils subissent un grand nombre d'attaques au milieu de la pelouse, donc, et comme dans les tribunes, beaucoup d'attaques au couteau. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas vu en direct à la télé comme ça avait pu être le cas lors des affrontements entre le Dynamo et le Zagreb et le Red Star, l'étoile rouge de Belgrade dont je vous avais parlé il y a 2 semaines. Cette fois-ci c'est dans le noir, on sait pas ce qui se passe, même dans le stade. Et on a un premier témoignage, une vision horrifiée de Mohamed Aboutrika, une des plus grandes stars du foot égyptien, qui joue à Al Ali. Et qui, je cite, ce n'était pas du football mais une guerre, les gens mouraient sous nos yeux. Il ajoute même donc que les policiers, lui de ses propres yeux, n'ont rien fait pour les protéger. Et première parenthèse, on pourrait trouver une réponse au fait que les policiers n'aidaient pas, puisque les services de sécurité qui ont assuré que les policiers anti-émeutes étaient présents en nombre suffisant, mais qu'ils n'ont pas voulu s'interposer en raison de consignes données après les manifestations meurtrières du Caire fin 2011. Donc ce serait une consigne de ne pas s'interposer entre les supporters. Mais les responsables politiques ont au contraire dénoncé l'absence de sécurité entourant ces rencontres et accusé les militaires au pouvoir en Égypte depuis la chute de l'ancien président d'avoir permis, sinon provoqué cette tragédie qui aurait été calculée. Et pour certains, donc ces violences auraient été déclenchées volontairement pour punir les ultras d'Al Ali. Donc ces ultras ont l'expérience des confrontations, ont de l'expérience dans ces confrontations. Le fait que ce soit un groupe ultra les a amenés à affronter depuis les années 2000, même avant, voire après, depuis des années les forces de l'ordre et pendant le printemps arabe. Leur expérience aurait servi au plus fort des journées révolutionnaires. Ils avaient notamment organisé la riposte à la charge des partisans de Moubarak, à dos de dromadaires et de chevaux le 2 février 2011. Ce qui s'est produit est une vengeance contre les ultras en raison de leur rôle joué lors de la révolution, avait déclaré Hamden Sabahi, un candidat à l'élection présidentielle de l'époque. Et donc le bilan de ces émeutes, 74 morts et plus d'un millier de blessés, un bilan qui aurait été bien pire sans l'intervention d'un certain Youssouf Ahmed, un véritable héros qui part aux toilettes à un quart d'heure de la fin, se retrouve coincé
en dehors du parquage, et il perd la vie en forçant la porte qui lui retombe dessus, donc là où le parquage était verrouillé, et permet donc aux autres de sortir et de se cacher. Les morts sont partout dans le stade à ce moment-là, jusqu'au vestiaire. Un supporter Kérote rend même son dernier souffle dans les bras du légendaire Abou Traika, que je citais tout à l'heure. Et Et donc dans la gare de Rames du Caire, ensuite vers 1h du matin, il y a à peu près 2000 personnes qui attendent le train de Port Saïd pour ramener les premiers blessés qui arrivent. Là, les quais sont remplis et respirent l'angoisse, la colère. Beaucoup attendent des nouvelles sur leur téléphone en permanence, et je m'y perds. Excusez-moi. Mais le train entre finalement en gare vers 3h30 du matin, provoque des mouvements de foule pas possibles. Une haie d'honneur se crée à l'arrivée pour sortir tous les blessés, les survivants de ce drame, visages bandés. Ils sont portés en triomphe avec des chants jusqu'à l'hôpital même. Et tout cela entraînera évidemment un procès où en 2013 la justice égyptienne condamne à mort 21 personnes, condamne à mort, j'ai envie de dire. Donc c'est la chaise ou la corde, je ne sais pas à ce moment-là. Un an plus tard quand même, pour ces événements-là, en majorité des ultras du groupe ultra d'Al-Masri, et deux policiers seulement prennent du ferme, tandis que les autres sont relâchés, tous libres comme l'air. Je vais pas m'éterniser sur ce qui se passe derrière, parce que en fait c'est ce jugement là des 21 personnes condamnées à mort ont créé encore une fois des émeutes et des rassemblements, des événements dramatiques pas possibles à Port Saïd, donc un an plus tard en 2013. Et donc en parler, ça prendra un quart d'heure. Je me suis concentré vachement plutôt sur ce match là, et quand je vous disais que Al-Ali a gagné tous les derniers championnats depuis 2010, ils ont tout gagné sauf 2015 et 2012-2013, parce qu'en 2012 le championnat a été suspendu à la suite de ce match, et en 2013 ils l'ont réorganisé avant qu'il y ait encore des émeutes durant des matchs, donc c'est 2 championnats de suite sans vainqueur. Donc moi j'ai découvert cette histoire qui pourtant a lieu en 2012, c'était il y a 7 ans, c'est pas si longtemps. Tu trouves comment cette histoire? C'est ça que je me demande en fait. Tu tapes mort, moi je celle-là est assez connue. Non, elle a retenti dans le monde du foot parce qu'il y avait le printemps arabe, mais il se passait tellement de choses à ce moment-là. Non, pour comment les retrouver, Dynamo, Red Star et le Honduras, j'en avais entendu parler, donc là à ce moment-là je me suis renseigné. Mais celle-ci, je suis allé voir un peu ce qui se passe en fait entre le monde politique extra sportif et le monde du football à certains moments de l'histoire où il y a pu y avoir des conflits, des guerres entre des pays. Je vais voir s'il y a eu un match de foot, c'est des petites recherches liées entre tout ça pour trouver ce qui a pu s'y passer. En espérant de trouver pour le futur. En fait, la plupart du temps, c'est des histoires tragiques qu'on associe à tout ça. Les gens attendent une belle histoire. Il va y avoir des belles histoires, et c'est pas forcément autour des matchs de foot. En fait, on peut digresser vers plein de choses différentes. Tu as globalement carte blanche dans cette chronique. Mais pour l'instant, j'ai fait en sorte on a eu des sélections, on a eu en Amérique latine, on a eu des clubs en Europe de l'Est, maintenant encore des clubs mais en Afrique. À voir ce qui s'est passé en Asie peut-être. On sera pour la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci beaucoup Oscar, on se retrouve dans quelques instants. Vas-y Oscar. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre de 100 heures ou la guerre du football, selon l'appellation. Donc je vais vous donner un peu le contexte à l'époque. Cela se passe entre 2 pays frontaliers qui sont entre le Nicaragua et le Guatemala. On parle du Salvador et de l'Honduras. Le Salvador étant le plus petit état d'Amérique avec 4 millions d'habitants, contre 3 pour l'Honduras, mais qui est 5 fois plus grand. Et les 2 pays parlent la même langue, on a à peu près la même culture, le même style de population, mais du fait de la différence de taille des territoires, cela fait plusieurs décennies alors que les Salvadoriens travaillent de plus en plus au Honduras. Et en juin 1969, on en compte pas moins de 300 000, donc c'est quasiment 10% de la population hondurienne.
Et le général Arellano, à la tête donc du Honduras, mène une politique à ce moment-là à l'encontre des Salvadoriens et qui se voit petit à petit expulsés, accusés par les Honduriens de les coloniser économiquement, et le tout aidé et accentué par les médias de l'époque. Donc tout ça a lieu dans un contexte politique compliqué, mais auquel on va allier le côté sportif, alors que la tension monte donc depuis les années 60, a lieu en juin 1969 la demi-finale des éliminatoires CONCACAF entre les deux pays pour se qualifier à la Coupe du Monde 1970 qui a lieu au Mexique, et cela se joue en match aller-retour. Donc à l'aller, qui se joue dans la capitale hondurienne à Tegucigalpa, le 8 juin 1969, les premiers faits avant le match ont lieu avec la crevaison de certains pneus des joueurs salvadoriens qui se sentent à ce moment-là visés et qui insultent en retour les Honduriens dans la presse. Et pour se venger, les supporters honduriens dans la nuit viennent faire du bruit sous l'hôtel pendant des heures à base de klaxons et de pétards. Le lendemain, fatigués, les Salvadoriens s'inclinent 1-0 sur les terres honduriennes avec un but à la dernière minute. Et dans la foulée, on apprend qu'une jeune supportrice salvadorienne se tire une balle dans le cœur. Donc se suicide suite à la passion du football. Les obsèques nationales sont suivies par le président. Donc on a un contexte à son politique très très fort. Et la tension monte de plus en plus. On a une semaine entre les deux matchs. Les expulsions de centaines de familles salvadoriennes du Honduras ont toujours lieu. Et le match retour le 15 juin a lieu. Le nationalisme aussi monte, c'est-à-dire que les deux populations se sentent galvanisées par l'événement, alors que c'est tout simplement des tensions dans la rue qui ont lieu. Et les Honduriens voient leur hôtel initial incendié avant d'arriver, ceux dans lesquels ils avaient réservé. Tout est pourtant surveillé par l'armée et ils se retranchent dans un autre hôtel où, à nouveau, les supporters salvadoriens, à leur tour, empêchent les joueurs du Honduras de dormir. Et une bombe artisanale aurait même été posée dans l'hôtel, mais n'aura jamais explosé. Donc, on est sur un match retour. Victoire 3-0 du Honduras, qui avait perdu 1-0 à l'aller. On se dit qualification. Et non, la belle à Mexico, car il n'y a pas de goal average à cette époque. Et 10 jours plus tard aura lieu en terrain neutre un troisième match. Encore du grabuge après le match, au retour, où chez eux, alors que les Honduriens rentrent chez eux après le retour au Salvador, il y a des rixes qui explosent et certains supporters honduriens sont agressés et 2 trouvent la mort. Donc là on a quelque chose qui est de plus en plus fort entre les deux États. Ils rompent même leur relations diplomatiques. Et donc le 26 juin 1969, le Salvador et le Honduras s'affrontent au Mexique. Le Salvador s'impose 3-2 au bout de la prolongation. Je vous donne pas tous les faits, etc. du match parce que il y a ce côté footballistique, mais c'est aussi l'enjeu géopolitique qui est autour. Mais ça reste le match aller, un but à la dernière minute. Le match retour, une branlée 3-0. Et là, c'est un match qui va à prolongation. Donc la tension, je me répète avec ce mot, mais je vois pas ce qu'on pourrait utiliser d'autre. C'est très bien. Et de plus en plus montante et exponentielle. Et à la sortie du stade, on y voit beaucoup de blessés, quelques morts, les hôpitaux qui se remplissent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affrontements entre les supporters et tout ceci ne s'arrête jamais puisque les deux États continuent à... Je vois l'animateur faire la grisevine, j'utilise du papier. Non, parce que je suis étonné que tu commences sur le GSM et après tu termines sur le papier. Mais... J'aime alterner. D'accord, je te laisse. Tu as ça. On est fin juin, le 4 juillet 1969, la guerre éclate car le vice-consul salvadorien est assassiné. Le lundi 14 juillet, un avion militaire salvadorien bombarde Tegucigalpa, donc la capitale hondurienne, et on est donc en pleine guerre qui démarre le 14 juillet, qui va durer 4 jours. L'armée salvadorienne est nettement supérieure, 8000 hommes contre 2500 environ, s'enfonce dans l'Honduras et l'envahit clairement. À son tour, l'armée hondurienne bombarde aussi la plus grande raffinerie salvadorienne. Donc on se rend coup et âme, tacle à la gorge et petite balayette par derrière. Cette guerre, donc, qui durera 100 heures, aura causé 3 à 6 000 morts et environ 15 000 blessés. Et plus de 50 000 personnes y perdirent leur maison, de nombreuses terres et de nombreux villages furent détruits. Et le 19 juillet, avec l'aide de l'OEA, l'Organisation des États américains, les Salvadoriens se retirent enfin du Honduras, même s'il faut attendre le 3 août pour qu'ils retirent
entièrement toutes leurs troupes. Un mois, c'est très long. Et il faudra même attendre jusqu'à 1980 pour qu'il y ait une réelle fin du conflit et un traité de paix signé entre les deux pays. Et pour finir, on va d'abord donner j'allais parler d'autre chose, mais on doit d'abord vous dire que ce nom de cette guerre, on a mis du temps à l'avoir, à être, à mettre un mot sur ces faits, parce il en arrive un peu partout dans le monde, mais c'est un journaliste polonais, Ryszard Kapuscinski, qui était sur place au moment des faits et qui a relaté tout ça dans un livre à la base de Honduras et le Salvador. Et ce livre a été réédité il y a une vingtaine d'années, d'où le fait que c'est ressorti de plus en plus. Et les tensions, on peut dire, pour conclure, que les tensions dans le foot alimentent la passion des supporters et le nationalisme. Et c'est-à-dire que toute cette guerre n'est pas déclenchée par le foot. Je vous en parle, mais c'est juste un fait de plus. Bien que c'est un moteur, exactement. Bien qu'il faut faire gaffe au fait que les joueurs peuvent se retrouver avec de plus grosses responsabilités ou avec une pression quelconque sur les épaules, comme on peut se souvenir de Andrés Escobar qui a été assassiné après un but contre son camp en deuxième match de Coupe du Monde 1994 face aux États-Unis. La Colombie ne s'était pas qualifiée au deuxième tour et un mois plus tard, il s'était fait tirer une dizaine de balles sur un parking de Medellín. Voilà, ce fut la guerre du football, la guerre de 100 heures. Merci.